Nous avons 4 intervenants. Daniel Boone, Marc Giraud, les auteurs du livre Qui veut la peau des écolos, Inès Leroux, journaliste de radio et écrivain aussi. On lui doit un super livre. Je vous montre les algues vertes. Vous voyez les algues vertes, Histoire interdite. Donc, elle est co-auteur. On a probablement tous écouté le journal breton sur les pieds sur terre à France Culture. Donc, c'est une journaliste d'investigation sur les questions agricoles, surtout, mais plus large aussi. Et notre 4e intervenant, Hervé Kempf, qu'on connaît aussi, qui est des journalistes JNE aussi, qui est fondateur, directeur de Reporter, le journal, le quotidien de l'écologie, à qui on doit beaucoup de livres très importants, sur le livre sur Notre-Dame-des-Landes, comment les riches détruisent la planète, et plus récemment, Que crève le capitalisme, un titre très caustique, très tonique. Voilà. Donc, on vous a invités tous pour parler de phénomène de l'écolobashing. Maintenant, commençons le sujet. Alors, les 2 auteurs, Daniel Boone et Marc Giraud, donc vous avez écrit à 2, comme vous avez dit, à 4 mains, ce livre. Je voudrais que vous disiez quelques mots sur cette collaboration. Et donc, la parole est à vous. Volontiers. Daniel, tu veux commencer? Non, vas-y, Marc. Bon, c'est une initiative d'Étienne Gallian, le jeune éditeur de Double Ponctuation, donc ça c'est intéressant, donc qui voulait faire quelque chose là-dessus. Ce livre, en fait, c'est un cri d'alerte sur les lanceurs d'alerte. C'est pas une enquête super fouillé pendant 3 ans, etc. C'est un éventail de tout ce qui se fait, parce que vraiment, il y avait peu de choses qui se faisaient sur la question en dehors de beaucoup d'articles. On s'est beaucoup inspiré, évidemment, de nos expériences, d'interviews qu'on a faites et aussi d'autres articles. On cite énormément Reporter d'Hervé Kempf, évidemment, aussi Le Monde, Libé et d'autres. Et on a fait une sorte de synthèse parce qu'il n'existait pas grand-chose sur la question au niveau livre et que c'était vraiment urgent de faire ça. Le travail à 4 mains, c'était comment vous vous êtes organisé? On se connaît depuis très longtemps et on s'entend bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu, ça s'est fait très naturellement. On a fait le plan ensemble et en fait, après, on a écrit des parties. On ne s'est pas séparé le livre en 2. Donc, il y a eu des allers-retours entre Marc et moi. Et on a vraiment, c'est vraiment une écriture qui s'est faite à 4 mains, vraiment. Et ça s'est fait très naturellement. Voilà. D'accord. Donc, petite publicité subliminale. J'aimerais bien qu'on clarifie ce terme, ce néologisme franglais, écolobashing. C'est Paul Watson et son manuel de l'éco-guerrier qui m'est venu à l'esprit. Et lui, au début du livre, il parle de guerre contre les écologistes. Est-ce que écolobashing, c'est ça? Les attaques, on va dire une guerre contre les écologistes, ou ce terme vous paraît trop exagéré, trop radical? Pourquoi écolobashing?
Et aussi une autre question, donc, quel est le rapport avec un autre terme qui est peut-être vous allez me corriger, peut-être plus ancien, c'est l'agribashing. Et donc, comment ces deux concepts fonctionnent et quel est le contenu? Qu'est-ce qu'ils recouvrent? En fait, ce qui existait avant, c'était l'agribashing. Mais ça, c'est un terme, c'est un peu de la communication de la FNSEA et d'autres, mais on n'en a aucune preuve de l'agribashing. Et ça m'énervait beaucoup d'entendre parler de ça. Je Donc, me suis excuse-moi, c'est le FNSEA qui a inventé ce Entre terme? autres, non, entre autres, mais ça a beaucoup été diffusé alors que l'agribashing n'existe pas. Les écologistes, évidemment, aiment les paysans, aiment la terre, et ce n'est pas du tout quelque chose de fondé. Il y a quelques décennies, c'est vrai qu'on a traité les paysans de bouseux ou des choses comme ça, il y avait un certain snobisme, mais ça, c'est une histoire complètement révolue. Donc l'agribashing, ça m'énervait beaucoup. Je me suis coltiné Pascal Praud une fois à ce sujet en direct sur RTL, et le terme d'écolo-bashing manquait pour faire contrepoids à cette notion. L'agribashing, tout le monde en parle alors que ça n'existe pas. L'écolo-bashing, ça existe et personne n'en parle. Donc, c'était un peu pour faire un contrepoids. Voilà. Daniel, tu as quelque chose à ajouter? Enfin, le premier terme par rapport à l'agribashing, c'était agriculture bashing, en fait. Et ça a été pris par un paysan qui a mis sur son blog. Et ensuite, il y a eu une conférence au Salon de l'agriculture qui parlait d'agriculture bashing. Mais en fait, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, la FNSEA s'est emparée du terme et a lancé cette histoire d'agribashing qui a abouti à la création de la cellule Déméter. Voilà, et c'est vrai que en fait, ça n'existe pas. Et même à l'intérieur du monde paysan, tous les paysans ne sont pas d'accord parce que ça donne une image aussi de victime. Et il y a des paysans plus jeunes qui n'ont pas envie de cette image de victime. Donc même au sein de la FNSEA, il y a un petit peu des clivages. D'accord. Alors, Inès, je voudrais que vous nous disiez comment en Bretagne, ou là où vous travaillez, comment vous avez pris conscience de cette, on va dire, écolo-bashing, ou ces attaques un peu de multiformes contre les écolos, contre les associations, les écologistes, les lanceurs d'alerte et les journalistes. Alors, j'étais en train de réfléchir à votre question. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses. Moi, je me suis intéressée à la Bretagne par le biais des questions de santé-environnement. Je suis venue m'installer sur ce terrain d'enquête en Centre-Bretagne en 2015. Donc, je suis venue en Bretagne en me disant pour travailler sur les questions de pesticides et d'algues vertes. Et c'est vrai que un des déclics, en fait, un des moteurs de cette investigation au long cours que j'ai menée, c'est un échange que j'ai eu avec la préfecture des Côtes-d'Armor, qui a été le directeur de la communication de la préfecture, alors que je le questionnais sur le sujet des algues vertes, des marées vertes en Bretagne, a été assez agressif, ne voulait pas répondre à mes questions, et puis m'a dit, quand je lui ai demandé son nom, en fait, il m'a dit, si vous citez mon nom et ce que je viens de vous dire, je vous attaque en diffamation. Et donc, ça a été une de mes premières rencontres avec l'administration bretonne, qui a commencé par une menace d'un représentant de l'État, la préfecture. Et j'étais assez étonnée par ce rapport à la presse en Bretagne. Et finalement, une de mes premières entrées en matière aussi, ça a été un moment où j'ai voulu questionner un agriculteur sur une vaste contamination par des pesticides qui avaient eu lieu au sein de la première coopérative agroalimentaire bretonne, Triskalia. Cet agriculteur était victime en fait de cette contamination. Son cheptel avait mangé des grains pollués et avait été en partie décimé. Mais lui, quand il a su que j'étais journaliste, il a voulu que je sorte de sa ferme. Je lui ai proposé de couper mon micro et puis de continuer à parler avec lui, mais il m'a demandé de dégager. Il m'a menacé de me mettre un coup de boule.
Et en fait, petit à petit, une intuition de départ que j'ai eue s'est confirmée, et c'est l'enquête que j'ai menée pendant 3 ans pour Les Pieds sur Terre sur France Culture. Ça s'appelait La Fabrique du silence. Et donc, j'ai enquêté sur comment, dans les abattoirs, dans les lycées agricoles, dans les conseils municipaux, au sein même du conseil régional, etc., la possibilité de produire une critique publique était anéantie. Voilà, on était dans un système une économie hégémonique qui est l'agroalimentaire, qui emploie énormément de personnes, 1 Breton sur 3 directement. Et du coup, ça crée un système où l'argent circule complètement, passe toujours par les mains des dirigeants de l'agroalimentaire. L'argent qui finance les médias, les associations, les potentiels contre-pouvoirs, les réserves naturelles. Il y a des dirigeants de l'agroalimentaire, bien sûr, à la tête des entreprises, mais au sein des municipalités, du conseil régional, etc. Donc, et ce qui est intéressant récemment, c'est qu'aux dernières élections régionales qui ont eu lieu en 2021, c'est allé au point où Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui était longtemps président du Conseil régional de Bretagne et qui est devenu ministre, a dit au moment où l'équipe socialiste, qui est à la tête du Conseil régional en ce moment et qui hésitait à faire alliance avec Europe Écologie Les Verts, a fait des discours dans la presse régionale, le Télégramme Ouest France, pour dire la ligne rouge aujourd'hui à ne pas franchir, c'est l'écologie. La décroissance serait très dangereuse pour la Bretagne. Et je trouvais ça sidérant, quoi, au moment où il y avait des poussées du Front National, etc., qu'un des ministres, dans une période où il y a quand même des alertes importantes du GIEC et tout ça, un des ministres qui représente aussi l'agroalimentaire breton prenne la parole de cette façon-là. Et ça montre à quel point c'est difficile de produire une critique des logiques économiques dominantes, quoi. Alors après, effectivement, dans cette série sur la fabrique du silence, ça m'a beaucoup intéressée de rencontrer notamment des militants écologistes. Une des rares associations qui s'appelle Alto Marée Verte, qui ne reçoit aucune subvention, a une parole très libre. Et André Olibro, son président, quand il a essayé de critiquer les marées vertes, il s'est retrouvé régulièrement avec des menaces de mort, des avis d'obsèques dans sa boîte aux lettres, des renards morts jetés par-dessus son portail, des rounvoleurs de foin qui bloquaient l'entrée de chez lui. Enfin, voilà. Et comment, en fait, les personnes un peu dissidentes qui osaient s'exprimer publiquement, quel type de menaces elles subissaient. Voilà, des radios qui pouvaient perdre des subventions. Donc, j'ai progressé comme ça, petit à petit, en fait, dans ce sujet, jusqu'à moi-même diffuser des choses, notamment cette bande dessinée sur les algues vertes, et à mon tour recevoir les pressions et les menaces et les formes de censure et d'autocensure que j'avais dénoncées pendant 3 ans sur France Culture. Reporter informe régulièrement sur les luttes, un des rubriques des luttes écologiques et les acteurs de ces luttes, les victimes de ces luttes. On se souvient de superbes enquêtes sur Sivens et la mort de Rémi Fraisse. Comment tu vois, est-ce qu'il y a un changement dans la lutte écologique au cours des 20-25 années? Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a un changement dans la lutte écologique depuis 25 ans? Je dirais d'abord, il y a un phénomène, c'est en fait la radicalisation du système productiviste et que c'est le système capitaliste. Il y a une radicalisation extrêmement forte qui se traduit à la fois par une fuite en avant dans le productivisme, dans l'exploitation de la biosphère. Il y a un côté presque, je ne sais pas comment dire, c'est très étonnant. On voit encore aujourd'hui, on refait un projet de TGV, il y a plein de projets d'autoroutes qui se font, on parle d'exploiter les fonds marins, on lance donc dans l'espace partout, on continue à artificialiser les sols de manière ahurissante. Enfin, tout se passe en fait comme si le capitalisme poussait dans ses derniers feux
la folie destructrice. Et voilà, et ça s'accompagne évidemment parce que les gens s'en rendent compte de plus en plus clairement de cette destruction, et de cette destruction qui n'est pas au bénéfice des gens et qui se traduit par une inégalité croissante. Donc, il y a de plus en plus de révoltes, il y a de plus en plus de luttes, et donc il y a de plus en plus de répression. Donc, moi, je dirais que d'abord, le phénomène majeur, c'est la montée de la répression, répression policière, répression juridique, par l'accumulation des lois antisécurité qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, dérivent. On reparlera de la cellule Déméter, qui est un très bon exemple. Et puis aussi le fait qu'il y a une pression médiatique extrêmement forte, c'est-à-dire que les médias appartiennent de plus en plus aux oligarques, et les oligarques emploient des gens qui sont à leur service et qui sont extrêmement agressifs évidemment à l'égard des écologistes. Alors, je réponds maintenant à ta question, excuse-moi de cette approche périphérique, mais du coup, les luttes écologistes, elles ont, je dirais, elles sont beaucoup reparties depuis les années 2000, 2005, je ne saurais pas le dater exactement, après peut-être 10 à 15 années, dans les années 80, 90, de moindre vivacité, encore que ça se discuterait, mais en tout cas, il y a un regain des luttes écologistes, peut-être autour de Notre-Dame-des-Landes, qui était une lutte très symbolique, effectivement, et avec l'arrivée d'un mouvement climat très précisément depuis 2018, où il y a une nouvelle génération, c'est-à-dire des gens vraiment jeunes, peut-être plus jeunes que les participants à ce webinaire, et qui découvrent ça, et qui sont confrontés justement à une répression extrêmement forte, qui se traduit, et souvent très déséquilibrée, évidemment. Pour faire simple, on va laisser défiler les partisans de M. Philippot et qui font le salut nazi, mais on va pourchasser les militants écologistes, les activistes écologistes, comme d'ailleurs on va aussi faire la chasse aux protestataires sur les sans-papiers, sur les chômeurs, sur les luttes sociales, etc. Donc je crois qu'on est vraiment dans un contexte où la répression s'est énormément accrue. Et pour rebondir, alors, et même par rapport aux médias, hein, reporters, nous aussi, on a eu une journaliste blessée à Notre-Dame-des-Landes par une grenade de gendarmes. On a toujours un journaliste qui a été mis en garde à vue pendant 10 jours alors qu'il couvrait une action à Orly, et on poursuit la lutte juridique on refuse de payer l'amende qu'ils voudraient nous imposer. Il y avait une camarade de Inès dont le nom m'échappe précisément, dont les pneus ont été crevés et qui a été menacée et qui a collaboré à Reporter. Et puis on trouverait d'autres exemples. Donc, et dernier point, je ne veux pas être trop long, mais je trouve aussi que les mécanismes médiatiques que décrivent Daniel et Marc dans leur livre sont aussi très puissants. C'est-à-dire que l'agribashing, pour ne prendre que cet exemple, mais il est important, ils peuvent aussi s'appuyer, Inès l'a rappelé, d'une part par la presse agricole. La presse de l'Ouest, je ne la connais pas, mais la presse agricole est très clairement dominée par des structures proches de la FNSEA et des chambres d'agriculture dominées par la FNSEA. Et puis, dans beaucoup de médias qui sont maintenant majoritairement à droite, c'est-à-dire ils appartiennent aux oligarques, une vue très négative à l'égard des écologistes. Voilà, donc on est dans ce contexte assez dur. Mais je dirais, on peut le voir d'une manière positive, et je conclurai là-dessus, enfin, cette intervention, de manière positive, c'est-à-dire que, je ne dirais pas que c'est la lutte finale, mais c'est un moment de radicalisation historique où le capitalisme est confronté à de plus en plus de révoltes, à de plus en plus de contestations, où son système lui-même est quand même fragile. Et donc, il réagit comme une bête furieuse. Enfin, les bêtes n'y sont pour rien, en l'occurrence, surtout au JNE, mais vous voyez l'image. Il réagit très violemment parce que précisément, il n'a plus de légitimité. Donc, on va pas cesser la lutte, et on ne va pas cesser évidemment la lutte pour un journalisme indépendant qui est, ça c'est aussi une bonne nouvelle, qui est soutenu par le public. Je crois que le livre d'Inès a eu beaucoup de succès, c'est une forme formidable sur les algues vertes. Splan et tout le collectif de journalistes bretons sur l'agroalimentaire est très bien reçu. Reporter se porte bien et plein d'autres journaux indépendants se portent bien. Donc, on peut dire aussi que en termes médiatiques, petit à petit, on réouvre des espaces de liberté pour ne pas se laisser marcher sur les pieds par les gens qui injurient les écologistes et les rebelles du système.
Merci. Alors, passons à la question de la cellule Déméter. Il y a, de toute façon, on voulait parler de ça. Le livre, dans le livre, il y a plusieurs paragraphes qui sont consacrés à cette collaboration, à cette convention entre le ministère de l'Intérieur et le FNSEA et les jeunes agriculteurs. Ça a été créé en 2019, décembre 2019, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, et le FNSEA, utilisant la gendarmerie pour inquiéter ceux qui critiquent le modèle agricole en disant que les gens qui sont contre les agriculteurs, comme ça. Alors, quand on a projeté d'aborder ce sujet, on ne savait pas que le tribunal administratif de Paris allait nous réserver une bonne nouvelle, la suspension, une décision de suspension de la cellule Déméter. Donc, Marc et Daniel, est-ce que vous pouvez dire brièvement encore ce que c'était la cellule Déméter? Oui, mais c'est très simple, hein, c'est tout simplement une cellule qui a été faite, demandée vraiment un corps et à cri par la FNSEA, et pour empêcher en fait tous les mouvements animalistes d'aller filmer dans les abattoirs, toutes les incursions sur les élevages industriels, etc. Et c'est aussi un appel à délation énorme, quoi. Est-ce que si tu veux rajouter quelque chose, Marc? Déméter, ça montre un état d'esprit et une volonté, évidemment, le pouvoir n'aime pas les contre-pouvoirs, n'est-ce pas? Mais ça montre aussi que des fois la justice fait son boulot. On a encore un communiqué de la LPO tout à l'heure qui dit que contre les éoliennes, il y a eu une bataille. Ils ont eu des pressions énormes, des procès bâillons d'ailleurs, où on leur demandait une fortune parce qu'ils avaient osé attaquer un problème d'éoliennes, et la justice a reconnu que la LPO avait droit de se défendre. Donc là, la justice a montré que Déméter n'était pas tout à fait légal, et c'est quand même réjouissant de voir qu'on a quand même quelques verrous de sécurité pour pas laisser tout faire. Inès, Léraud, j'aimerais bien que vous nous dites, est-ce que depuis cette décision, est-ce que vous êtes soulagés, vous et vos collègues en Bretagne, ou comment vous avez reçu cette nouvelle? Alors, déjà, il faut voir que la cellule Déméter s'attachait particulièrement à essayer d'empêcher l'agribashing, dont parlait tout à l'heure Marc, qui est quand même il faut voir que cette notion d'agribashing, c'est quand même un retournement extraordinaire, parce que aujourd'hui, le principal organisme qui exploite les agriculteurs, c'est bien la FNSEA. Les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle qui se suicide le plus en France, c'est un suicide par jour. Ils sont poussés à travailler toujours plus, ils ont des horaires phénoménaux, ils travaillent autour de 70 heures par semaine. Il y en a un quart qui sont sous le seuil de pauvreté, la moyenne des salaires est très basse, c'est en dessous du SMIC. Et en fait, la FNSEA qui dit en être la représentante, le syndicat, et en fait aussi à la tête des grands groupes agroalimentaires qui fait travailler ces agriculteurs. Donc c'est vraiment aujourd'hui comme si le MEDEF prétendait défendre les ouvriers et les salariés de France, quoi. C'est vraiment déjà une opération de retournement assez intéressante, et c'est ce même syndicat, la FNSEA, qui appartient au MEDEF d'ailleurs, qui aujourd'hui dit il existe un agribashing et nous allons nous attaquer à toute personne qui critique l'agriculture, qui est une manière de simplifier en fait en plus la critique produite, puisque la critique produite, c'est essentiellement vis-à-vis de l'agriculture intensive, et donc vis-à-vis en fait
au bout, c'est une critique qui est à l'encontre de la FNSEA elle-même, quoi. Donc, c'est une espèce de tour de passe-passe intellectuel assez impressionnant. Et donc, la FNSEA, avec le ministre de l'Intérieur, a créé cette cellule Déméter en 2019. Et donc, elle vise principalement à éteindre l'agribashing, c'est-à-dire qu'elle vise à éteindre une critique. Et elle dit même toute critique des actions et des critiques de nature idéologique. Ce qui est un peu incroyable, parce que ça veut dire que la possibilité de critiquer serait interdite. On pourrait surveiller des gens parce qu'ils produisent des critiques. Et en fait, moi, si j'ai bien compris, le tribunal de Paris a jugé que cette partie-là de la cellule Déméter était illégale, de surveiller des militants parce qu'ils produisent des critiques de nature idéologique. Donc, c'est qu'une partie des activités de la cellule Déméter qui sont attaquées par le tribunal. Et le tribunal ne conduit pas à la dissolution, en fait. Enfin, le jugement ne conduit pas à la dissolution de cette cellule, si j'ai bien compris. Donc, justement, ma collègue Morgane Large, dont parlait Hervé Kempf tout à l'heure, a écrit une tribune qui paraîtra demain dans Libération et qui s'appelle « Ce que ne règle pas le revers subi par Déméter ». Et elle parle justement du fait que malgré ce jugement, la cellule pourrait continuer à exister. Mais après, bon, pour nous, c'était quand même une décision très encourageante, quoi, parce que même si la cellule Déméter nous paraissait quelque chose, enfin, un organisme de surveillance complètement illégal, il y a eu des décisions judiciaires dernièrement qui pouvaient être très, très surprenantes. Donc, finalement, parfois, des choses de bon sens peuvent être une bonne nouvelle. Quand je parle de décisions judiciaires très surprenantes, je pense par exemple à la décision judiciaire à l'encontre de l'association Alerte Toxique, dont fait partie Valérie Murat dans le Bordelais, association qui a montré qu'il y avait des résidus de pesticides de synthèse dans 22 vins, dont 19 vins de Bordeaux, des vins qui étaient tous certifiés HVE, haute valeur environnementale. Et pour avoir fait cette recherche et l'avoir rendue publique, cette association a été poursuivie, elle a été condamnée pour dénigrement fautif, et elle n'a droit de faire appel de cette décision qu'à condition de payer 125 000 €. Donc le droit d'appel est aujourd'hui conditionné à une somme énorme. Et voilà. Donc, on s'est quand même réjoui de cette décision par rapport à Déméter. Alors, on parlera de ces procès Bayon, dont vous, Inès, vous parlez juste à l'instant. Je voudrais poser la question à Hervé. Dans le contexte actuel que tu as décrit, comment tu places cette décision légale? Écoute, très, très positif. Moi, j'ai toujours l'impression que la justice est une loterie. Voilà, comme le disait Inès, on a des décisions abracadabrantes d'un côté, on peut gagner de l'autre. Donc, voilà. J'ai quand même l'impression qu'un certain nombre de juges ou de magistrats, pas tous et pas toutes, mais deviennent assez sensibles aux questions de liberté publique, et que là, il y a un arrêt qui a été très bien décrit par Inès, donc je ne vais pas le refaire. Et petit bug, reporter a tout de suite, quand elle a su l'info, on a tout de suite titré un petit papier dissolution, et puis il nous a fallu 2-3 heures pour corriger le titre et faire un papier beaucoup plus fouillé qui explique et qui confirme ce qui vient d'être dit. Mais il y a un vrai progrès, quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, la décision est intervenue juste 2 jours après ou le lendemain qu'un procès commence au Mans à l'encontre d'antispécistes qui avaient été dans une ferme, ont tagué les cloisons de hangars et libéré des agneaux. Donc là, il y avait des actes qu'on peut qualifier de délictueux et donc qui peuvent éventuellement rentrer dans le cadre de la justice. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que des actes, alors ils ont qualifié ça de nature idéologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour son opinion et pour son discours sur l'agriculture. Donc je pense que c'est quand même un pas en avant très important.
Et voilà, c'est ce que je peux dire. La justice devient plus sensible aux questions écologiques. On a pu constater ça à Lyon, où un des décrocheurs de tableaux, de portraits de Macron a été acquitté, condamné à 1 euro, je crois, 1 euro symbolique. Et la justification était très intéressante, c'est-à-dire que le juge a donné raison aux écologistes. Alors, peut-être on donne la parole au public. Donc, il y avait une question à Inès. Donc, question à Inès Léraud. Merci pour tout votre travail, qu'il est de salubrité publique. Comment avez-vous vécu et supporté ces menaces, ces pressions? Comment fait-on pour continuer malgré tout? Deuxième point, en tant qu'éditeur, donc c'est l'éditeur double ponctuation, qui pose la question, et en tant qu'éditeur, je dois essayer de rendre le message de mes auteurs le plus communicant possible. Est-ce que la forme de la BD vous semble une façon de toucher d'autres publics, d'aller au-delà du cercle des collègues convaincus? Donc, effectivement, tout à l'heure, je vous décrivais un peu le processus qui m'avait amené à comprendre le paysage en Bretagne. Alors, j'entends quelque chose, vous aussi, ou pas? Et les communautés de communes. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Oui. C'est bon, on n'entend plus. Et en fait, à partir d'un moment, c'est intéressant parce que donc, ce journal breton, La Fabrique du silence pour les pieds sur terre, je l'ai mené en 2016, 2017 et j'avais beaucoup de courriels d'auditeurs, mais ça n'avait pas beaucoup d'écho dans l'administration. Je n'avais pas l'impression que j'avais été identifiée vraiment par les groupes agroalimentaires ou l'administration, parce que je pense que peut-être que France Culture s'était considéré encore comme un petit média. La radio, c'est pas beaucoup le relayer, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 2018, je me suis rapprochée de Morgane Large, donc, qui est une collègue journaliste en Bretagne, qui travaille pour une radio locale bretonne. Et elle était aussi conseillère municipale et elle a commencé à me raconter ce qui se passait au sein de son conseil municipal dans une commune centre-bretonne, Glomel, sur laquelle était implanté un Triscalia, le premier groupe agroalimentaire breton, qui avait une très grande usine là-bas. Elle me racontait l'impossibilité de discuter des sujets environnementaux au sein du conseil municipal. Et ce témoignage a eu beaucoup de conséquences. Suite à ce témoignage, son employeur a reçu des formes de pression puisqu'il a perdu ses subventions qui lui permettent de vivre. Donc, c'était très problématique pour elle et son employeur. Et puis, donc moi, j'ai décidé de refaire une émission enquêtant sur ça. Et ça a été une sorte de… c'est là où… c'est une petite parenthèse, mais je trouve que ce qui a été intéressant dans cet épisode, c'est de voir à quel point des enquêtes micro-locales, vraiment concentrées sur une petite commune de 500-600 habitants, sur ce qui se passe dans le conseil municipal, ça a fait l'effet d'une bombe au bout d'un moment, puisque de réenquêter sur cette perte de subventions, eh bien, je vous passe les détails, mais plusieurs de mes témoins ont été menacés. Un de mes témoins a eu des menaces de mort. Morgane a continué à avoir des ennuis. Et puis, donc ça, c'est très, très difficile à vivre. Et puis, en fait, ça a fait tout un tel bordel, on va dire. Donc, moi, j'ai commencé à avoir des ennuis sur les réseaux sociaux. Mon travail a été décrédibilisé par les groupes agroalimentaires qui sont, en fait, en plus entourés comme en parlait Hervé tout à l'heure, à la fois, ils tiennent toute la presse agricole et puis, en plus, ils travaillent avec des boîtes de communication qui sont spécialisés pour dénigrer leurs opposants sur les réseaux sociaux. Et puis, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Enfin bon, donc ça fait tout de nombreux satellites en fait, qui produisent des propos très violents à l'égard des rares journalistes, parce qu'on est vraiment très peu nombreux, les journalistes un peu libres et qui font de l'enquête, face
à la presse comme le Télégramme et Ouest France, qui est quand même en partie financé par les publicités de l'agroalimentaire, donc qui n'a pas trop envie de perdre ses publicités, qui n'a pas envie de prendre de risques, ces journaux n'ont pas trop envie de perdre leur publicité, et puis la presse agroalimentaire, quoi. Donc, voilà, il y a déjà un rapport de force complètement déséquilibré, et puis on se retrouve à se recevoir quand on lance une enquête avec l'effet boomerang et des salves très, très déstabilisantes sur les réseaux sociaux. Et puis moi, oui, j'étais vraiment hyper perturbée par ce qui se passait pour mes témoins. Et puis, après, après, c'est des moments, c'est compliqué parce que c'est hyper déstabilisant. Des fois, on se dit, mince, est-ce que ce que je fais, c'est complètement contre-productif. J'attise les scissions, les haines. Je suis à l'origine de violences à l'égard de gens, etc. Et puis, quelques jours après, finalement, suite à ça, il y a des nouvelles choses très positives qui se déclenchent, quoi. Par exemple, dans cette période, je me souviens qu'un agriculteur intensif m'a contacté, Christophe Thomas. Il travaillait lui aussi pour Triskalia. Il a décidé de témoigner de ce qui lui arrivait au sein de sa coopérative. Et je pense que c'est la première fois de l'histoire depuis après-guerre qu'un agriculteur qui a 45 ans, donc qui est loin de la retraite, qui va transmettre sa ferme à son fils et tout, ose parler alors qu'il est encore en activité, à visage découvert, et raconte tout de l'intérieur. On a fait ça chez Mediapart. Donc, vous voyez, il y a eu ça. Lui, il était tellement révolté par ce qui nous arrivait à moi et mes témoins qu'il y a eu ça. Et puis, pareil, ensuite, quand j'ai diffusé j'ai publié la bande dessinée Algues Vertes, j'ai reçu beaucoup de pression. Le plus dur, ça a été les procès en diffamation. J'en ai eu 2. C'est très, très éprouvant. Moi, je n'avais pas compris à quel point c'était éprouvant parce qu'en fait, il a fallu que je désanonymise des témoins. Donc ça a été horrible parce que finalement, on avait absolument besoin de leurs paroles pour pouvoir prouver ce qu'on avait dit, alors que moi, je les avais anonymisés pour les protéger. Il a fallu que je travaille pour une des 2 plaintes. Ça a duré 18 mois, en fait, de préparation. Sachant que je suis journaliste indépendante, pendant que je préparais, je ne travaillais pas. Je ne produisais pas d'enquête. Donc, ça m'a vraiment freinée dans mon travail. Et puis en fait, au bout de tout ce temps passé, j'avais 2 procès. Dans les 2 cas, les plaignants se sont retirés à moins d'1 semaine de l'audience. En fait, en plus de ça, tout le travail produit pendant 1 an et demi a servi absolument à rien, quoi, puisque il n'y a pas eu de procès, d'audience. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment perturbant, mais encore une fois, il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai rendu public en fait ces poursuites et ça a généré un comité de soutien de citoyens en Bretagne. Donc pour moi, c'était aussi une énorme récompense, quoi. Une époque où, avec la crise des Gilets jaunes, on n'arrêtait pas de dire qu'il y a une forme de scission entre les journalistes et les classes populaires et tout ça. Là, c'était la preuve que quand on travaille en confiance avec les habitants, les citoyens, ça peut bien se passer. Et moi, dans mon cas, là, ils ont dit ce travail, c'est un patrimoine pour nous et on veut le défendre. Et puis, suite à ça, suite à un peu à cette indignation populaire, il y a des journalistes, et c'était la première fois que je le voyais en Bretagne, des journalistes de Ouest France, du Télégramme, de la presse régionale, qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui aux autocensures dans la presse régionale, oui, il faut dénoncer ça, oui, on ne peut pas mener à bien nos enquêtes. Et ils ont fondé, déjà, ils ont écrit une tribune pour dénoncer tout ça, et on a fondé ensemble un média d'investigation régional qui s'intéresse principalement aux questions climatiques, écologiques, aux pollutions générées par l'agroalimentaire. Donc, ça a été vraiment très, très difficile, quoi. J'ai un peu le souvenir pendant toutes ces années d'avoir été sur un petit voilier au milieu d'une mer déchaînée, mais ça a porté ses fruits tellement magnifiquement que je me dis que je ne regrette pas en fait ces moments difficiles et ces attaques, puisque ça s'est vraiment retourné au final contre ceux qui nous cherchaient des ennuis, quoi. Et oui, en effet, la bande dessinée, c'était complètement inattendu. Moi, je travaillais pour des médias et des journaux qui n'avaient pas une énorme audience, quoi, comme Reporter, Bastamac, France Culture. Et en fait, quand j'ai fait la bande dessinée,
c'était pas reconnu comme un média d'investigation. Donc, je pensais que ça allait pas avoir beaucoup de visibilité. Et enfin, j'allais dire, je travaillais pour des médias qui n'avaient pas une énorme audience, mais quand même une audience certaine, quoi. Reporter, France Culture, tout ça, c'est quand même. Enfin voilà, ça dépend de l'échelle. C'est sûr que comparé à TF1, c'est une petite échelle, mais c'était quand même des médias nationaux importants, bien installés dans le paysage, des références et tout ça. Et je ne pensais pas que la BD, ça allait aller encore au-delà de ça, quoi. Et là, en fait, je réfléchis parce qu'on avait fait une BD assez précise. Moi, on avait fait un petit tirage, quoi. C'était 5000 exemplaires, le tirage des éditions Delcourt. Je pensais qu'on n'allait pas avoir, qu'on n'allait pas dépasser, même Delcourt, la revue dessinée Delcourt, ne pensait pas qu'on allait dépasser les 5000 ventes, parce que c'est assez technique comme bande dessinée. Et finalement, on a dû réimprimer 30 fois, on est à plus de, je ne sais plus, on est à 120 ou 130 000 exemplaires, ce qui est énorme pour une BD d'enquête, exemplaires vendus. Et j'ai réfléchi beaucoup à ce qui s'est passé. Moi, ce que je loue beaucoup avec la bande dessinée, c'est que déjà, il y a besoin d'aucune, ou le livre, mais la bande dessinée en particulier, d'une part, il n'y a besoin d'aucune technologie pour y avoir accès. Il n'y a pas besoin d'ordinateur, d'écran, de téléphone et tout ça, de podcast et tout. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à tout ça, en fait. Et là, qu'on peut avoir accès donc, à cette bande dessinée. Et puis, pour qui c'est trop compliqué, trop fatigant de lire une grosse enquête avec que du texte, et là, avec les illustrations de Pierre Vanov, très, très drôles, un peu caustiques, je pense que ça accompagnait bien la lecture. Et aussi, le livre et la bande dessinée, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans zone rurale, là où moi je vis en Bretagne, il n'y a pas de librairie à la ronde, et elle a été vendue dans les bureaux de tabac, dans les maisons de la presse qu'il y a dans les villages, quoi. Donc ça a pu vraiment être diffusé dans tout le tissu rural. Et un point que je pense très important aussi, c'est que, comme le disait Hervé tout à l'heure, aujourd'hui, la plupart des médias sont tenus soit par l'État, moi je travaille principalement pour Radio France et je vois ce que c'est que de travailler pour des médias d'État, ou par des grands groupes, et principalement des grands groupes d'ailleurs du secteur du numérique et des télécommunications. Et en fait, la BD, j'espère que ça va quand même durer, mais en tout cas, j'espère que Algueverte, par exemple, ne va pas modifier ce paysage-là. En tout cas, jusqu'à cette bande dessinée, les maisons d'édition de bande dessinée donc, étaient encore indépendantes, quoi, et pas, il n'y avait pas encore d'actionnaires d'industriels qui investissaient de l'argent dans ces maisons d'édition. Et j'ai ressenti une liberté, je dois dire, que je n'ai jamais ressentie dans la presse. Enfin, je n'en revenais pas de la liberté de ton, de parole qu'on a eue pour cette bande dessinée, et je pense que le succès est aussi lié à ça. Vous avez eu le prix éthique 2021 décerné par l'Anticorps, une association dont l'activité a dévoilé la corruption. Il y a une petite question pour Hervé qui s'en va à 19h. Est-ce que le seul espoir de progrès aujourd'hui passe par la justice et plus du tout par le politique? Deux personnes posent la question si c'est la même situation dans les autres pays. Donc, est-ce que la répression se radicalise aussi dans les autres pays contre les écologistes? D'abord, excusez-moi de vous quitter dans quelques minutes parce que c'est vraiment intéressant et merci d'avoir organisé cette réflexion collective. Je pars pour une bonne raison, c'est qu'il y a un autre groupe Zoom, parce qu'il y a un groupe de médias qui est en train de se monter depuis quelques jours contre la concentration par Bolloré. Vous savez que M. Bolloré, milliardaire, voilà, il achète plein de journaux, il achète l'édition. Enfin, c'est une menace incroyable et il y a une initiative de médias indépendants et de journalistes qui se montent. Donc, je vous tiendrai au courant si voilà, il y a un meeting qui se prépare pour mars. Enfin voilà, la bataille pour la liberté de la presse et la presse indépendante va se poursuivre. Donc, c'est pour ça que je vous quitterai pour participer à cette autre réunion Zoom. Rapidement, donc, ce que je peux répondre, alors il y avait la première question, est-ce que la justice est le moyen d'action je ne sais plus, pardon, Suzanne. Écoutez,
moi, il n'y a pas de moyen d'action privilégié. Et puis après tout, nous, on est journalistes. Moi, ce que je sais faire et ce que nous tous et nous toutes, nous savons faire, c'est des articles, des enquêtes, des reportages, donc voilà, et on sait, et ce que vient d'expliquer Inès avec tous ses camarades de Splan et de Morgane Large et d'autres montre que le travail de journaliste de fond permanent, tenace, courageux parfois, enfin courageux souvent, mais parfois être exposé à non seulement des injures, mais des risques physiques, c'est absolument essentiel. Donc, et se battre pour cette information, c'est simplement exercer notre travail, est en soi un excellent outil. Et moi, je dirais, il faut, dans la situation où on est, parce que c'est vrai qu'au JNE, on est écologiste, enfin moi, j'accepte de me définir maintenant comme écologiste, mais en revanche, je ne suis pas militant, mais je suis un journaliste voilà, qui a cette préoccupation. Et nous, c'est vrai qu'à Reporter, on est particulièrement attentif à toutes les luttes. On va plutôt voir les gens sur le terrain que les cocktails du MEDEF ou de la FNSEA, mais il faut jouer de tout bois, quoi. Et de toute façon, tout à l'heure, on a évoqué Notre-Dame-des-Landes. Pour moi, ça reste une bataille matricielle au sens où elle est passionnante sur le plan stratégique. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, Notre-Dame-des-Landes, avoir des journalistes, mais d'abord des citoyens, des associations, des juristes, des experts, des élus aussi, c'est important d'avoir des élus, des gens plus radicaux qu'on a appelés après les zadistes, et des journalistes et des médias qui ont suivi ça, et tout le monde s'engueulait, c'était pas facile, c'était ceci, c'était pas là, mais il y avait l'idée qu'on avance en commun. Et d'une certaine manière, la bataille qu'il y a eu autour de Déméter, c'est un travail de journaliste. Je crois que Reporter, on a vraiment été un des premiers à s'y intéresser. C'est un travail de gens sur le terrain comme L214 ou d'autres qui ont continué à mener des actions. Et puis un travail juridique qui a été lancé par Génération Future, par L214. Voilà, et tout ça marche finalement de concert. Donc moi, je n'oppose vraiment pas les leviers d'action, je pense, qui sont tous, voilà, mais moi personnellement, et je pense que c'est le cas pour nous tous ce soir, et nous toutes, on se situe en tant que journaliste et pas en tant qu'association écologiste, donc d'abord l'information. Et la deuxième question, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Pour ce que j'en sais, d'abord, et c'était mentionné dans des discussions là, sur le côté conversation, dans d'autres pays, il y a parfois des violences. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même si ce qu'on appelle l'état de droit est mis à mal de manière continue ça a été lancé beaucoup par Sarkozy, ça s'est poursuivi sous François Hollande et ça s'accentue encore sous M. Macron. Donc, on a un état de droit qui est vraiment battu en brèche. Et après les lois antiterroristes, la pandémie permet aussi, au nom de l'état d'urgence sanitaire et de la politique sanitaire, de faire encore reculer les libertés. Mais il y a des pays où les gens perdent leur vie, quoi. Alors, on a publié au Seuil, dans la collection Reporter, un livre qui s'appelle « Les héros de l'environnement » par Elisabeth Schnetter, qui raconte comment aux Philippines, au Honduras, au Costa Rica, au Brésil, les gens sont assassinés. Et le livre commençait par le récit, la vie d'une femme, Beta Cáceres, au Honduras, qui a été assassinée, comme l'avait été pour les plus anciens d'entre nous en 1988, Chico Mendes, qui se battait au Brésil contre la forêt tropicale. Donc, dans d'autres pays, oui, ça va beaucoup plus fort. Et je pense que cette répression se fait de manière violente, mais j'ai pas assez. En Angleterre aussi, les écologistes, alors plus en comparaison avec la France, mais je dirais que parmi les pays, je connais peu et maintenant je voyage très peu, mais parmi les pays européens, la France a sans doute quand même une répression et un recul des libertés publiques beaucoup plus fort que dans les autres pays européens. On a un État en France extrêmement violent, extrêmement peu respectueux des droits de l'homme. Et par exemple, nous, on a pu suivre des actions en Allemagne avec Ende Gelände, par exemple. C'est clair que le comportement de la police, alors il n'est pas idéal, mais il est quand même beaucoup moins violent et beaucoup moins menaçant que ça n'est le cas en France. Mais effectivement, ce qu'on vit en France, même si c'est très courageux, ce que font nos confrères et nos consoeurs en Bretagne, par exemple, ou ailleurs, mais c'est heureusement sans comparaison avec ce que peuvent subir des journalistes ou simplement des militants écologistes indigènes ou autres dans un certain nombre de pays du Sud. Ou aussi en Russie ou en Chine, on n'en a pas parce que la contestation écologique, voilà, après il y a des dictatures comme vous le savez.
Alors, Hervé, on te laisse partir. Juste avant que… Je vous Merci tiendrai au beaucoup, courant, Olivier, Déjà, quand on aura des nouvelles sur tout ça, si vous ne le Oui. savez pas par d'autres canaux. Merci à toutes et à tous. Avant que tu partes, Hervé, je ne sais pas s'il y a encore une minute, j'ai juste vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur l'arnaque Covid et la dictature sanitaire. Et je ne sais pas, je voulais juste signaler, j'aurais bien aimé qu'on en parle quand tu étais encore là, mais malheureusement tu pars, mais je voulais juste signaler aux personnes qui sont présentes que la critique produite par les écologistes et le mouvement écologiste sur toutes ces questions sanitaires, elle a notamment eu lieu sur Reporter, et elle a toujours lieu, notamment avec le travail de Célia Isoard sur Reporter, et aussi chez La Décroissance et L'Âge de Fer, qui sont des plus petits journaux. Mais enfin, en tout cas, je voulais saluer votre travail à Reporter, parce que j'ai l'impression que ça a été tellement difficile pour les médias de pouvoir exprimer un point de vue critique sur tout ça. Et ça a été fait par vous, quoi. Heureusement que vous étiez là. Alors, je reste 2 minutes parce que là, il se joue quelque chose Mais là, ça mériterait un autre webinaire. Hein, donc, en 2 minutes, comment vous dire rapidement, et c'est important, on a beaucoup de difficultés à Reporter, l'équipe, parce qu'on discute quand même beaucoup. L'équipe maintenant, on est 14 journalistes. C'est un sujet très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Notre ligne de conduite a été on ne rentre pas sur le débat des vaccins. Vaccins, anti-vaccins. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup réfléchi et que moi, en tant que rédacteur en chef, je me disais que nous n'avions pas la connaissance scientifique et les compétences scientifiques suffisantes, y compris en journalisme scientifique, pour dire des choses pertinentes sur le vaccin. Donc, on n'a pas parlé de ça. En revanche, avec le travail de Célia Isoard et d'autres journalistes, on a maintenu la ligne que les passes sanitaires, le pass vaccinal était une atteinte aux libertés publiques, que pendant ce temps-là, le tout vaccin, on oubliait les causes de la pandémie, qui est une cause écologique. On ne va pas y revenir là-dessus, même si l'hypothèse de la fuite du laboratoire de Wuhan et de la biotechnologie est une source possible. Mais deuxièmement, qu'il n'y a aucun travail sur les maladies environnementales, c'est-à-dire d'origine environnementale, sur tout ce qui prédispose au Covid, ou qui rend vulnérable au Covid. On va publier une enquête là, dans quelques jours sur l'obésité, par exemple, et sur le fait que les statistiques d'obésité en réanimation ou en soins critiques à l'hôpital sont en fait cachées par l'administration. Donc voilà la ligne qu'on tient et qui est très difficile parce qu'en aucun cas, nous ne voulions être rangés parmi les antivax. Et sachant que je trouve que globalement, on a aussi interviewé Barbara Stiegler, et globalement, la presse dite de gauche n'a pas fait son boulot. N'a pas fait son boulot critique. Et si on parle de Célia Isoard, c'est parce qu'elle est très attentive comme reporter aux questions de la technologie. Et c'est évidemment une question qui est très sensible pour les écologistes. Et savoir que l'écologie vient aussi de la critique de la technologie, avec Barry Commoner, avec André Gorz, avec Ellul, pardon, surtout, avec Ivan Illich, et on a maintenant un renouveau de la technologie. Et quand je parlais de capitalisme, en fait, on est dans une nouvelle phase que j'appelle le technocapitalisme, qui prétend tout sauver par la technologie. Donc, on est confronté à ça. Et donc, c'est assez lisible, par exemple, pour la 5G, pour les OGM, pour la capture et séquestration du carbone, mais la question du vaccin est aussi, d'une certaine manière, une question technologique. Mais le contexte, et je ne m'étends pas là, y compris médiatique, a fait qu'on ne pouvait pas aborder la question du vaccin, mais pour des raisons aussi émotives, émotionnelles, tout à fait compréhensibles. Donc voilà, mais on discute beaucoup. Ça peut être intéressant de refaire un webinaire où on pourra discuter plus aisément de ça. C'est une ligne difficile à tenir, mais pour l'instant, je touche du bois, on la tient. Et merci d'avoir évoqué ça. Je lirai après les questions, mais soyons prudents. Enfin voilà, on s'est compris. Hervé, excuse-moi, mais ça fait longtemps qu'on se connaît et tout ce que tu as évoqué là, ça me dit beaucoup de choses. Mais il y a 20 ans, on disait qu'il faudrait des lois qui empêchent les gens qui ont les entreprises qui ont des contrats avec l'État de posséder des médias. Et je pense à la réunion à laquelle tu vas maintenant. Et je crois que c'est déjà le cas en Suisse et je suis très étonnée qu'on n'en parle plus jamais, quoi. Ça revient, écoute, allez, je vous quitte parce que tout ça est passionnant. Si je me permets de reprendre la parole, Inès vous a dit tout à l'heure, c'est formidable son intervention, ça fait
6 ans, 7 ans, depuis 2015, qu'elle se bat un peu par hasard au début, et puis elle s'est trouvée pris. Et puis elle disait, je suis un voilier, j'ai eu l'impression d'être un voilier au milieu de la tempête, donc on a peur, parce que la tempête, ça peut renverser le voilier. Et puis maintenant, il se passe des choses extraordinaires. Je crois qu'en plus, on est écolo, on sait tout ça, il ne faut pas lâcher. La question de la presse, elle revient, Marie-Paul. Il y a ça revient vraiment. Il y a eu des auditions au Sénat, il y a une proposition de loi par Mathieu Orphelin, il y a un autre député pour l'indépendance des médias. Là, il y a ce truc sur Bolloré, ça prend en 2 jours, c'est incroyable, la boucle Telegram. Il va se passer des choses et de plus en plus, c'est aussi ce que disait Inès, excusez-moi d'être long à nouveau, mais comme le sujet est passionnant, je vais être un peu en retard sur l'autre. De toute façon, mon rôle n'est pas très important là-bas. Nos confrères et nos consoeurs de Ouest France, des médias dominés par l'oligarchie, et encore Ouest France, c'est pas le pire. Hein. Inès, tu sais ça mieux que moi, mais c'est vraiment pas les pires. Mais les journalistes voilà, ils souffrent, ils sont précarisés, et pensez aux jeunes journalistes aussi, ils sont précarisés, ils sont traités comme de la M, et soit ils quittent, et vous savez que maintenant, il y a beaucoup de journalistes qui quittent rapidement au bout de 15 ans, et particulièrement les femmes. C'est une enquête qui vient d'être parue par Jean-Marie Charon. Ils subissent beaucoup. Donc, le boulot que nous, on fait, journalistes indépendants, en montrant que le public est avec nous, ben, on aide à ouvrir les portes. Et les 35 000 journalistes, en fait, il y en a beaucoup qui, eux aussi, aspirent à faire leur boulot honnêtement. Mais on a tous besoin d'un salaire ou d'un moyen de vie. Donc, voilà, c'est cette tension difficile. Mais Marie-Paul, moi, je suis optimiste une fois de plus. Le couvercle se soulève. On va y arriver. J'espère que ce ne sera pas seulement Bolloré, que la vraie question de fond, est-ce que les gens qui passent des contrats d'armement, des contrats d'équipement des autoroutes, enfin tous les contrats avec l'État, ont le droit d'avoir des médias? Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle quels sont les domaines particuliers, les lieux et les méthodes surtout des attaques contre les écologistes. Est-ce que Daniel, Marc, vous voulez bien nous expliquer ce que vous racontez dans le livre? Oui. On a parlé des assassinats dans le monde au passage, hein, je voulais dire ça. Oui. Vous consacrez un chapitre à cette question, tous les écologistes assassinés en Afrique, en Asie. Donc là, vous abordez cette question. Quand vous réfléchissez, donc, quels sont les domaines où les attaques contre les écologistes sont particulièrement visibles et sensibles? J'ai repéré dans votre livre l'agriculture, la chasse, nucléaire, les grands projets inutiles, extension des aéroports, etc. Donc, mais c'est vrai qu'après le témoignage d'Inès, c'est difficile de parler parce que là, elle nous explique comment ça se passe. Et c'est vrai que moi, je sais que je suis pas mal sur le terrain et c'est vrai que c'est pas bon d'être écologiste et du point de vue des chasseurs et du point de vue des agriculteurs qui utilisent conventionnels, enfin qui utilisent des pesticides, etc. Parce que voilà, moi je peux vous dire, mais c'est pas de l'écolo-bashing, mais c'est quand même de l'écolo-bashing, c'est un petit détail de rien du tout. Mais il y a un agriculteur de mon village que j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps. Et quand on s'est dit au revoir, il m'a dit ben, la prochaine fois que je passe devant chez vous, je vous dis bonjour. Mais il ne faudra pas me critiquer si j'ai mon pulvérisateur derrière moi. Voilà, ça commence là l'écolo-bashing. C'est je suis une écolo, donc forcément, je vais être celle qui va dénoncer, etc. Le maire de mon village ne me parle pas. Enfin bon, il y a des choses comme ça, voilà. Et c'est dans tous les domaines. Dès qu'on remet en question quelque chose qui est sûr, et puis par rapport à l'argent, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de... Enfin, on l'a fait dans le livre parce qu'on a pris, effectivement, notre livre, il a été construit comme ça. On a pris chaque domaine et on a donné des exemples. Mais comme ça, un webinaire en quelques minutes, c'est difficile. Mais moi, j'aimerais bien poser une question à Inès. Parce que j'aimerais bien qu'elle nous dise cette relation avec tous les gens, tous ces témoins,
parce que j'ai lu l'article enfin ton interview dans Le Monde, où tu disais, entre autres, que par exemple, tu faisais relire tous les papiers, tout ce que tu écrivais, pour établir justement une confiance. Et c'est vrai, je pense que pour lutter contre le silence qui est imposé par l'écolo-bashing, justement, cette confiance, il faut créer de la confiance avec les gens qui nous renseignent et qui vivent l'écolo-bashing au jour le jour. Oui, en fait, moi, c'est venu parce que j'ai senti qu'il y avait une telle omerta et que c'était tellement sensible pour les témoins de parler que les premiers témoins qui ont accepté de me parler, ça a été des mois après mon installation en Bretagne. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptaient de me parler. Je leur ai promis, bien sûr, parce que j'avais trop peur. Je les anonymisais et j'avais trop peur qu'ils soient identifiés. Donc, je leur ai dit, mais vraiment par nécessité, qu'on réécouterait ensemble pour qu'ils voient, je modifiais leur voix et pour qu'ils voient qu'il n'y ait aucun élément d'identification possible. Et en fait, ça a été tellement intéressant, cette démarche, de réécouter avec eux, d'avoir leur retour. Ça a généré des nouvelles analyses de leur part. Ça a permis d'approfondir, enfin, j'ai fait une deuxième interview, en fait, ça a permis d'approfondir encore leurs propos, que finalement, c'est devenu une méthode de travail de faire relire aux témoins. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas enseigné. Enfin, on enseigne le contraire dans les écoles de journalisme, de ne pas faire relire aux témoins. Et pour l'expérimenter maintenant systématiquement, je me rends compte que je n'ai jamais été censurée par des gens. J'ai vraiment l'impression d'avoir des partenaires qui élaborent un propos avec moi, que ça nous rend plus précis, que ça amène les gens à aller plus loin dans leurs analyses, dans leurs témoignages. Et donc voilà, donc d'une part, ouais, ça a été vraiment, je pense, important pour la précision du propos et aussi ensuite, peut-être pour ma réputation en Centre-Bretagne, puisque petit à petit, quand j'ai eu un premier témoignage, après j'ai eu de plus en plus de témoignages qui se sont déclenchés et comme chaque personne, ça se passait bien et que je respectais totalement son propos, enfin, je faisais donc relire. J'ai des gens après qui m'ont sollicité pour me dire, moi, j'ai des choses à vous donner. Enfin, et du coup, il y a eu un effet boule de neige, quoi. Et ensuite, ce que je voulais dire encore par rapport à ça, c'est que, mince, je me souviens plus. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, c'est très, très important parce que, comme tu le disais, c'est pas on enseigne le contraire dans les écoles de journalisme. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent des gens qui me racontent des choses et qui me disent, surtout, tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Voilà. Et c'est récurrent. Mais ces personnes-là, effectivement, si elles continuent à me parler, c'est parce que j'ai acquis leur confiance. Et je trouve que dans les médias dominants, en général, on ne fait pas relire les interviews, on ne fait pas. Et je trouve que c'est très, très, très dommage. Et je trouve que pour notre métier, c'est vachement important de le dire. Alors après, moi, je fais relire. Bon, mais la plupart du temps, je dis quand même aux gens, après, je garderai ou pas vos remarques, quoi. Je ne vais pas forcément prendre toutes vos remarques. Je ne vais pas me plier à toutes vos remarques. Ouais. Voilà. Mais bon. Et aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que, bon, moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais ce qu'on comprend petit à petit en étant dans le milieu médiatique, c'est que aussi, il ne faut pas se montrer trop militant. Enfin, comme Hervé tout à l'heure disait, je ne suis pas militant. Pour moi, si, son média, il est quand même militant et il est engagé, quoi. Et donc, ne pas se montrer militant, c'est qu'il faut toujours, finalement, ne pas montrer nos liens avec les associations, quelles associations sont nos sources, ne pas mettre en avant les associations parce que ça serait quelque part leur faire de la publicité. Donc, on a toujours tendance à mettre tout ça de côté, alors que les associations et puis les bénévoles, bien souvent, qui sont à l'intérieur, produisent un travail phénoménal sans lequel on ne pourrait rien faire. Et en fait, pour la bande dessinée, par exemple, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit que j'allais vraiment, que ces gens, ces bénévoles investis depuis des années, ça allait devenir les héros de la bande dessinée. Et je pense que ça aussi, j'allais vraiment citer les associations à la hauteur de tout ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait assez parce que les Rivières de Bretagne, je ne les ai pas du tout assez mis en avant. Mais en tout cas, pour celles que j'ai mis en avant, je pense que ça a apporté ses fruits aussi pour la diffusion de la bande dessinée parce que on a peut-être tendance à traiter l'écologie d'une manière un peu dramatique, et c'est bien normal, mais en même temps sans mettre en avant tous les gens qui se battent
et de pouvoir de les avoir mis en scène dans la bande dessinée, ça donne un peu d'espoir, ça donne envie ça montre que le pays est assez résistant, que la Bretagne n'est pas juste une terre polluée, il y a aussi plein de gens qui se battent contre, ça inspire en fait, ça inspire plein d'autres gens et je pense que c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui lisaient cette bande dessinée qui est assez sombre en disant « Ah, ça m'a donné la pêche !» quoi. Et je pense que c'est un peu lié à ça. C'est très intéressant d'entendre cette, on va dire, fausse dichotomie entre être journaliste d'écologie ou être militant. Et j'avoue qu'au sein des JNE, on discute de ça, c'est un sujet de débat. Garder la neutralité de journaliste et surtout, est-ce qu'on doit montrer qu'on est militant? Est-ce qu'on est militant quand on est journaliste? C'est une question qui revient souvent sur le tapis. Alors, je propose qu'on continue. Et donc, qu'on regarde les méthodes des attaques contre les écologistes. Entre autres, il y a j'ai listé la destitution des enquêteurs publics écolos, donc dérangeants. Et là, je voudrais demander à Gabrielle Uhlmann, donc c'est le cas, qu'il nous dise comment sa destitution s'est passée et quelle est sa réflexion là-dessus. Oui, Gabrielle qui a accepté de répondre pour notre livre d'ailleurs, oui, qui a témoigné pour notre livre. Oui, rapidement, parce qu'on parlait de procédure, ça fait 3 ans que ça dure. On en est qu'au début. Ça, en tout, je pense qu'il y aura une dizaine d'années. Donc, il faut avoir l'énergie pour cela. Mais bon, c'est parce que je le veux aussi. Autrement, j'aurais pu abandonner avant. Donc, demain, on passe au Conseil d'État pour une question prioritaire de constitutionnalité. Plus d'autres choses. Alors, comment ça s'est passé? Tout simplement, c'est que régulièrement, pas systématiquement, mais bien plus que la moyenne des comités enquêteurs, je donnais des avis défavorables sur des gros projets, soit seul, soit en président de commission d'enquête. Donc, c'est en nombre impair sur 3 ou 5 comités enquêteurs, souvent, et ça déplaisait de plus en plus. Ce qui déjà a été le premier détonateur, ça a été le Center Parc du Rabon, dont on a beaucoup parlé au niveau national, puisque j'ai présidé la commission d'enquête. On a en plus un avis défavorable très argumenté, qui a, eu pour ensuite résultat de remobiliser un peu les opposants, de les dynamiser. Ils ont fait des recours, ils ont gagné, etc. FNE est venu dans la partie. Et ensuite, ça a été, quelques années après, rebelote, un gros projet industriel du Nord-Isère, où le maître d'ouvrage n'est autre que le président du département, LR, et qui, de mèche avec le préfet, ont fait en sorte que je puisse être radié, puisque c'est le préfet qui prend un arrêté de composition de la commission de radiation. Donc, il nomme 6 des 9 membres, donc 4 pour lui, 1 pour le représentant du département. Donc déjà, ils étaient 5 sur 9 avec la majorité absolue. Donc, ce n'était pas une surprise. Comme je leur ai dit, au moins en Chine ou en Russie, on donne un semblant d'apparence, on sait ce qu'il en est, mais on donne un semblant d'apparence. Là, il n'y en a même pas eu. Alors, ça rejoint la question. Il faut savoir que les comités enquêteurs, par ailleurs, culturellement, sont très proches de l'administration du maître d'ouvrage. Ils ont peu de compétences techniques et environnementales, et donc ils s'en remettent à ce que leur disent très souvent le maître d'ouvrage ou l'administration, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'information. Certes, les observations du public, elles ne sont pas toujours fouillées, et de toute façon, culturellement, ils ne sont pas rarement prêts à les entendre. Et donc, quand on détonne dans ce concert, disons un peu de béni oui-oui, il est sûr que ça ne plaît pas forcément. Alors, ça rejoint par contre la question, je voulais dire quelques mots là-dessus, si vous voulez bien, sur est-ce qu'il faut davantage attendre du juge par rapport aux politiques. Je dirais malheureusement non. Parce que c'est quand même le politique qui fait le droit, qui fait les lois. Or, le juge, lui, doit suivre le droit. On l'a bien vu pour l'affaire Déméter.
où il a rejeté les intérêts à agir des associations contre la convention entre la FNSEA et le ministère de l'Intérieur, donc qui subsiste. Le plus gros a été maintenu par le tribunal, sauf un point important, effectivement, la raison idéologique, qui était une évidence, parce que c'est anticonstitutionnel, tout ce qu'on veut, mais le plus gros demeure, y compris la cellule, y compris la convention de la FNSEA. Donc rien ne les entrave à continuer leur action dans ce sens, sauf qu'ils seront un peu plus prudents sur les raisons idéologiques. Mais il y a tellement de lois maintenant liberticides et autres qu'on peut contourner cela pour rejoindre la même cause perverse. Bon. Puis il y a les juges. Les juges administratifs ont une culture administrative, sont souvent issus de l'administration, ils y retournent, il y a les allers-retours, et ils sont, pour eux, culturellement, l'administration ne peut mal faire. L'administration représente l'intérêt général. Et donc, il faut vraiment, vraiment beaucoup d'argumentation pour remettre en cause cet état de choses. Et si, évidemment, il y a quelques victoires, et des victoires importantes de ci, de là, globalement, quand on regarde l'ensemble des recours par bon nombre de projets, par exemple, globalement, ce sont des échecs. Parce que les textes sont de plus en plus régressifs pour le droit au recours, de plus en plus régressifs sur le plan de pouvoir apporter des éléments de preuve, etc. Et les juges, encore une fois, sont peu enclins à donner raison aux requérants. Bon. Les juges judiciaires, qui sont plus près de la population, du justiciable, qu'il soit au civil ou au pénal, il y a plus de chances. Mais il y a moins de matière à saisir le juge judiciaire en matière environnementale. Bien sûr qu'il y a quelques cas, et FNE notamment va beaucoup plus dans ce sens que d'autres, que le juge administratif. Donc, bon, il y aura encore des avancées, mais par rapport à l'ampleur des défis, ça sera toujours malheureusement en retrait. Et là, je le vois dans mon cas, et je terminerai donc sur mon cas, puisque la question a été posée. J'ai perdu devant le tribunal administratif de Lyon par rapport à ma radiation, parce que notamment, on a considéré qu'une commission qui était entièrement décidée par le préfet, où tout le monde siégeait, préfet, maître d'ouvrage, y compris un salarié subordonné du maître d'ouvrage, etc., que ce n'était pas un problème d'impartialité, que en gros, cette commission, bon, c'est une commission administrative, ça fonctionnait bien comme ça, et voilà. Bon. Donc là, nous sommes en appel. Et il y a d'autres procédures en cours. Mais pour gagner dans ce genre d'affaires, en espérant gagner, encore une fois, il faut beaucoup d'énergie, il faut du temps. Et ça se compte en années et même en nombreuses années. Je pense, je sais que j'y arriverai, mais encore une fois, en gros, je me donne 10 ans par rapport à un certain nombre de procédures. Et donc 10 ans, entre 8 et 10 ans, il faut le vouloir, il faut le pouvoir. Tout le monde ne le veut pas, tout le monde ne peut pas, et ça se comprend tout à fait. Et parce qu'il ne faut pas, malheureusement, beaucoup attendre de la justice. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, on voit que tu es un peu désabusé, ce qu'on comprend, mais tu continues. C'est ce qu'on fait tous. Oui, alors juste, excusez-moi, je rajoute quelque chose, parce que ça rejoint aussi notre débat sur la liberté d'expression. Il m'était principalement reproché, puisque le motif de la radiation officielle, principalement, ça a été les écrits dans la presse, notamment dans l'Actu Environnement, et un peu dans Reporter, mais surtout dans l'Actu Environnement, sur l'environnement de façon générale, qui n'avait rien à voir avec les enquêtes publiques que j'avais pu conduire, qui étaient des articles critiques sur l'évolution du droit, etc., de la société. Bon. Et donc, la commission de radiation a considéré que je ne pouvais pas être quelqu'un d'impartial dans mon exercice de commissaire enquêteur, vu mes articles, qui était une grave atteinte à la liberté d'expression et une discrimination par rapport à comment on juge les autres commissaires enquêteurs. Le défenseur des droits m'a donné raison là-dessus, a clairement conclu, après une analyse très fouillée de sa part et dans le contradictoire, c'est-à-dire le préfet a quand même envoyé 60 pages de réponses par son avocat au défenseur des droits. Malgré tout, le défenseur des droits a considéré qu'il y avait eu discrimination et atteinte grave à ma liberté d'expression. Donc, on aurait pu penser qu'avec cela, les dés étaient jetés dans mon sens. Le tribunal administratif a dit bon, ok, voilà, sans plus. Donc, on remet ça sur le chantier en appel et peut-être aussi en question.
On va voir, et sans doute devant la Cour européenne des droits de l'homme in fine, parce que ce n'est même pas suffisant, ce genre d'argument, de dire une commission qui a fait œuvre de discrimination ne pouvait pas être impartiale elle-même. Eh bien, les juges administratifs ne trouvent pas forcément à redire. Voilà. Ben, ça part tout seul de tous les problèmes auxquels on est confronté. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, nous avons 3 minutes avant de terminer. On n'a pas parlé de toutes les questions qu'on voulait. Donc, alors, je passerai donc pour quelles sont les perspectives d'après vous, Inès, Daniel et Marc? Quels sont, on a parlé donc du contexte politique, le travail des journalistes, les difficultés et les récompenses morales. Donc, Inès, comment vous voyez l'avenir, on va dire, à court et moyen terme du journalisme, de votre travail, de l'évolution de la Bretagne et la France et l'Europe et le monde? Bon, concernant mon travail de journaliste, moi je suis extrêmement pessimiste. Je suis d'accord avec les remarques qu'il y avait là, des commentaires. Je trouve que ça a été la crise sanitaire a montré à quel point on était une profession vulnérable. Et je suis sidérée, vraiment sidérée, que notre profession n'ait pas fait son travail de pluralité des voix, en fait, que dans la plupart des grands médias, que ce soit Le Monde, Libé, toutes les radios d'État, toutes les grandes radios, toutes les grandes télés, les seules voix critiques qui étaient portées, en fait, sur les ondes, et ça a été des candidats en campagne, en fait. Sinon, la profession a juste fait du suivisme par rapport à la parole d'État. Et c'est effarant de se dire toute une profession comme ça, qui est censée être un des tenants de la démocratie, puisse être mise si facilement au pas. Et je vois bien l'impact et je vois bien qu'en fait, il y a une telle concentration des médias que les rares médias indépendants ne pouvaient pas en fait prendre une voie dissidente sans eux-mêmes en fait avoir peur un petit peu de se griller, quoi, de perdre leur lectorat. Et donc il y a eu une forme de pensée unique, hein, quand même, il faut bien le reconnaître. Quand même Reporter dit on n'a pas pu critiquer la vaccination parce qu'on pensait qu'on n'avait pas les connaissances scientifiques et techniques pour le faire, ça me paraît fou, parce que sur tous les autres domaines scientifiques, on a des journalistes qui sont capables quand même de faire un travail pluriel et contradictoire. Donc c'est vraiment une peur, c'est de l'autocensure, mais que je comprends en fait. Enfin, je comprends que des petits médias qui vivent un petit lectorat aient peur de... Je vois bien que les rares articles faits par Reporter critiquant par exemple les passes sanitaires, ils se prenaient des volets de bois vert sur Twitter, sur Facebook de la part de leurs lecteurs. Donc, c'est quand même très compliqué, quoi. Je partage votre sidération. Et quand il y a donc, les médias qui ont été absolument happés par la politique vaccinale du gouvernement. Et je me souviens, l'été de l'année dernière, de 2020, quand on parlait déjà des vaccins, j'ai dit aux amis, vous allez voir, la lutte suivante, ce sera contre l'obligation vaccinale. Et bon, malheureusement, c'était le cas. Et je pensais que ce serait effectivement au moins une controverse publique, débat public, et ça n'a pas eu lieu. Et je pense que c'est très grave.
Et oui, parce que notre boulot, c'est de travailler avec la contradiction, en fait. C'est vraiment d'apporter le contradictoire. Et ça n'a pas été fait. Donc, moi, je pense que c'est le fruit directement de la... Alors, peut-être que c'est une analyse trop hâtive, je ne sais pas, mais à mes yeux, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu le fruit de la concentration des médias, le fait que le secteur du numérique détient beaucoup de médias, que ce soit Le Monde, Libération, TF1, c'est Bouygues, Canal+, c'est Bolloré, Le Monde, Libération, c'est aussi le secteur du numérique qui détient ces médias, tous les médias tenus par Bolloré, et aussi les médias tenus par l'État, c'est deux, en fait, de mondes qui ont des intérêts très importants dans le secteur du numérique. Le secteur du numérique a vraiment pris son envol au moment de cette pandémie, et donc je pense que tout le monde y a un peu trouvé un intérêt, et peut-être que c'est de là que vient la difficulté à apporter aussi la contradiction, en fait. Et c'est vrai que si les médias indépendants étaient plus importants, pesaient plus, à mon avis, on aurait eu plus de voix plurielles. Mais du coup, je suis très pessimiste quant à ma profession, mais après, c'est vrai que quand je désespère trop, je me dis que je vois un petit peu des issues possibles quand même. Je vois des exemples très, très inspirants autour de moi en Bretagne de communes où, au niveau du conseil municipal et de la politique locale, beaucoup de choses se réinventent sur la manière dont les terres sont rachetées un peu à la façon de terres de liens. Les terres sont rachetées de façon collective. Ça évite de passer par les banques parce que les citoyens sortent l'argent, par exemple, de leur banque pour l'investir dans la terre, qui ne se dévaluera pas. Et puis, ça permet de louer à très bas coût ces terres à des agriculteurs, donc agriculteurs qui n'ont pas besoin de faire d'emprunt bancaire, ce qui va vraiment ensuite structurer leur profession pour le pire, quoi, ces emprunts bancaires. Donc, il y a des municipalités qui s'organisent pour ça, pour reprendre un peu le pouvoir sur les terres et sur quel type d'agriculture elles veulent installer sur leur commune. J'ai l'impression, là, sur la commune où je vis, en Centre-Bretagne, non loin de Rostrenain, les habitants sont mobilisés pour faire ce qu'ils appellent une sorte de recensement de toute la biodiversité autour de nous. On a des naturalistes qui viennent nous former à observer un peu les animaux, la faune, la flore autour de chez nous, trouver les passages des grenouilles, des crapauds, pour essayer de ensuite leur barrer les routes, faire des chemins pour qu'ils puissent traverser les routes sans se faire écraser. J'ai l'impression que moi, j'ai beaucoup d'espoir dans l'échelle municipale, et c'est vrai que j'ai vraiment envie de m'investir davantage, en fait. Parmi mes sources, déjà, en tant que journaliste, je trouvais que c'était des témoins très, très précieux, les conseillers municipaux. Ils voient tous les dossiers passer, d'extension de porcherie, etc. Ils peuvent avoir un poids sur tout ça. Et c'est vrai que ça me donne envie de m'investir à ce niveau-là, et puis de continuer avec Splan, donc le média d'investigation régionale qu'on a créé, qui est très, très dynamique, de continuer les investigations long cours, sachant que nous, on a pris le parti d'être financé que par des citoyens, par aucune publicité, aucun fonds d'entreprise, etc., pour s'autocensurer le moins possible. Voilà. Ben, merci. Alors, Daniel et Marc, rapidement, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec Inès, parce que moi, dans mon coin aussi, il se passe des choses au niveau citoyen et local, et le participatif. Je crois qu'il faut qu'on... Enfin, tout ce qui est financement participatif nous permet d'être libre, en fait, et de sortir du dictat des industriels, des politiques, etc., etc. Et je crois que l'avenir, il est là, effectivement. Et je pense, bon, je suis moins pessimiste qu'Inès sur la profession, parce que je pense que justement, la profession de journaliste, faire son métier de journaliste, on peut le faire justement avec, en soutien avec tous ces... Et puis faire savoir tout ce qui se passe. Et c'est très important, quoi. Voilà, donc je suis pas optimiste, non, surtout pas, mais je suis pas complètement... je vois pas un avenir complètement noir. Et puis, en fait, je crois qu'on est, comme disait tout à l'heure Hervé, on est dans une phase de fin de capitalisme.
où il employait l'expression, je crois, comme une bête aux abois. Et en fait, je pense que l'écologie, c'est aussi une sorte de guérilla à faire. Mais c'est pas dans la violence, mais être là sur le terrain, être présent, faire, et surtout faire, voilà, être dans le faire. Tu es sceptique à des changements macro, donc macroéconomiques, politiques. Tu penses que les petites, donc les municipalités ou le niveau local va gagner Et petit à petit? ce que je disais, c'était vraiment d'être dans le faire, donc faire passer l'information, faire des actions sur le terrain, faire. Et c'est comme ça qu'on avancera, c'est tous ensemble. Et à la fin de notre livre, on parle justement dans les luttes du futur, cette importance du collectif. Et je pense que c'est très, très... Il faut aller vers le collectif. Mais même dans le travail des journalistes, parce qu'en fait, c'est ce que fait Inès aussi. Le collectif, son collectif dont elle vient de parler, c'est un collectif. Voilà. Donc, en fait, il faut se regrouper et plus on est ensemble, plus on est fort, en fait. Voilà. Et c'est l'avenir, enfin, parce que si on reste chacun dans notre coin, on va être étouffé. C'est ce qu'a très bien expliqué Inès par rapport à la pandémie, effectivement. C'est que il n'y a pas eu de force collective pour qu'il y ait tous les avis qui soient dits et que tout le monde puisse. Voilà. Donc, Alors, Marc, Oui, pour as oui, le dernier mot. je comprends bien le découragement d'Inès, enfin le contexte qui va mal. Je vois aussi l'optimisme d'Hervé et comme je suis un vieux militant, j'ai vu des choses changer. C'est-à-dire que les choses changent dans le bon sens, mais pas au rythme qu'on voudrait. On peut se décourager. Il y a 30 ans, on nous aurait dit qu'il y aurait des loups sauvages et libres en France, par exemple. On aurait dit ça va pas. Il y a des choses qui se passent qui sont très très bien. Et je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. L'abrutissement des masses, ça ne marche pas sur tout le monde. Donc, je vais faire très très vite. Je vais vendre des livres parce que c'est un commerce essentiel. Donc, nous, c'était la dénonciation d'un fait, et je vais faire la pub d'un autre, qui est tous les moyens de lutte, parce qu'il y a plein de moyens. On n'imagine même pas à quel point il y a des gens inventifs qui font des choses sur le terrain. Donc, il y a l'espoir. Faut garder espoir. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous trois et à vous quatre avec Hervé. Donc là, on doit se quitter et on va continuer à discuter sur ces questions, j'espère. Merci beaucoup de votre participation et j'espère que votre livre sera connu par tous. Allez, au revoir. Au revoir. merci Suzanne, au revoir. Merci à tous. Merci.